Bonjour messieurs et messieurs dames, les personnes qui suivent le Facebook Live. Bienvenue sur la deuxième table ronde donc dédiée au thème suivant, enfourcher le numérique, se former pour devenir pro. Donc on a devant nous 4 personnes du territoire carcassonnais qui donc représentent des centres de formation. L'idée maintenant, c'est qu'on vous présente plus en détail leur offre de formation. Encore une fois, ce sont des offres qui sont dédiées au numérique. Et donc, Monsieur Dubois, donc, est-ce que vous pouvez présenter votre formation, son intitulé et le programme qui va être mené au sein des formations pour voir si tout un chacun pourrait être intéressé? Bon, comme je disais tout à l'heure, moi j'interviens en BTS informatique, notamment qui s'appelle le BTS Service informatique aux organisations. Donc l'acronyme c'est SIO. On va retrouver un public qui va permettre de s'orienter vers l'informatique côté développement et base de données ou le domaine du réseau et du système. Donc BTS, bac+1, bac+2. Le lycée Paul Sabatier, il est un lycée dit public. Voilà, les étudiants travailleront au tout départ de la première année, ils travailleront sur le système informatique, donc avec du Microsoft Windows et du Linux. Travailleront également sur les réseaux informatiques, donc avec la mise en place d'actifs, qu'on parle routeur, switch et leur paramétrage, adressage IP, donc pour identifier les différents acteurs, notamment le matériel avec la communication réseau. Ils commenceront également à travailler sur le développement, sur l'applicatif mobile, l'applicatif dit client lourd, avec des langages de programmation de type Java et C Sharp. Ensuite, de l'applicatif appelé SaaS plutôt côté web, donc avec le développement de sites internet à partir de langages de type JSP, ASP, PHP. Et pour terminer avec une interaction en base de données où ça permettra de stocker toutes les données, notamment par exemple d'une application de type lourde ou web. Voilà. Donc, ils ne vont pas avoir de quoi s'ennuyer, ces élèves-là. Alors la Ensuite, formation, elle se fait sur 2 ans. Et au tout départ, sur le premier semestre, en fait, ils vont un peu toucher à tout, développement, base de données, réseau et système. Et ça leur permettra au second semestre, c'est-à-dire à partir de janvier, de choisir soit l'option système et réseau, qu'on appelle SISR, solution, infrastructure, système et réseau, soit partir du côté du développement et de la base de données, c'est l'option SLAM, solution logicielle, application métier. Il faut savoir une chose, c'est que ce BTS, il a été réformé là depuis 2 ans, mais il est en application, bien entendu, depuis septembre 2020. Et on a intégré totalement la cybersécurité autour des bases de données, autour du développement, autour du système et autour du réseau. Donc on a un ancrage fort. C'est une demande en plus côté professionnel de mise en place, en tout cas, de notions sur la cybersécurité des systèmes informatiques. d'accord, donc une bonne corde à cet arc, à l'arc de cette formation, en tout cas, la notion de cybersécurité. Oui. On verra tout à l'heure pourquoi c'est si important de nos jours et de plus en plus, ça l'a toujours été, mais ça devient vraiment hyper important au XXIe siècle. Euh, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Perrac. On est dans les mêmes domaines, réseau et développement. Est-ce que vous pouvez nous présenter à votre tour l'offre de formation? Bon, oui, je vais vous présenter ça. Donc, je vais commencer par vous parler du BTS SNIR, donc Système numérique informatique réseau. Donc, c'est un BTS qui a une dominante industrielle, c'est-à-dire que nous intervenons dans l'informatique au niveau de l'industrie. Alors, comment ça se présente? Au niveau de l'enseignement, nous avons une partie réseau. Donc, la partie réseau, on va sur
routeur, switch, pare-feu, architecture relativement basique. On est sur des concepts et la mise en service d'infrastructures réseau classiques avec l'IP. Et la deuxième partie de l'enseignement, c'est de la programmation. C'est-à-dire que nous développons des solutions logicielles. Alors, essentiellement, on fait du C, C++. On fait aussi du développement web avec du PHP, PHP, JavaScript notamment. Et enfin, nous travaillons aussi sur les objets connectés et les objets mobiles. Objets connectés, c'est-à-dire que nous faisons beaucoup de travail sur Raspberry, essentiellement, avec des capteurs. Et on travaille aussi sur les appareils mobiles en faisant du développement Swift ou Android. Donc ça, c'est pour la première partie du BTS. À partir du mois de janvier de la deuxième année, les élèves sont en projet. Et donc, on a des partenariats avec des entreprises et on développe des solutions logicielles ou d'infrastructures pour des entreprises. C'est-à-dire que là, les élèves sont en autonomie et en fonction du cahier des charges fixé par l'entreprise, ils ont 5 mois pour réaliser et présenter une solution fonctionnelle. Donc, c'est un BTS qui est résolument tourné vers l'entreprise, en partenariat avec l'entreprise et aux besoins. Donc, du coup, on travaille sur des systèmes de communication innovants tels que LoRa, Sigfox. Voilà, on est toujours dans de l'innovation. Donc, ça, c'est pour la partie BTS. Je rajoute que les élèves ont un stage en entreprise. Donc, ils vont faire 6 semaines en entreprise. Pareil, ils doivent exécuter différentes tâches, différents projets en lien avec les entreprises, toujours. Est-ce que cette partie-là, j'ai été relativement clair? Oui? À mon sens, tout à fait. Oui? On verra s'il y a des personnes qui posent des questions sur le Facebook Live. On rebondira tout à l'heure sur la dernière phase de cette heure de table ronde. Merci en tout cas pour cette présentation. Donc là, on est passé sur les deux lycées avec leur offre. Formation à présenter. Excuse-moi, On a d'autres formations à présenter. Oui, alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tourner vers d'autres centres et puis je reviendrai vers vous à la fin de la présentation. Très bien. Super. Donc du coup, on va donner la parole à Monsieur Martinez pour CCI Sud Formation. Alors, de notre côté, on a 2 titres de formation. Donc, on a une formation qui s'appelle DIMI, développeur intégrateur de médias interactifs, qui est ouverte à partir du bac. C'est une formation qui est très centrée sur le développement web, même si la première année, les élèves voient quand même un éventail d'autres matières de la communication qui peuvent servir dans le cadre d'une création d'un site internet sur mesure. Donc, il faut un peu de web design, il faut un peu de référencement, il faut aussi les bases des réseaux sociaux, etc. Et la deuxième année, ils sont très centrés développement et c'est un titre qui se fait dans l'idéal en alternance, soit avec un contrat d'apprentissage, soit avec un contrat de professionnalisation. Après, il y a la possibilité, si c'est trop compliqué de trouver une alternance, de trouver un stage, notamment la première année. La deuxième année, ça devient plus compliqué. L'objectif étant vraiment que les élèves puissent pratiquer et puissent mettre en application leurs connaissances dans le cadre d'entreprise. Donc ça, c'est le premier titre. Le deuxième titre, il s'appelle Chef de projet web et stratégie digitale. Là, on n'est plus uniquement sur du développement, on est vraiment sur le sens large de la communication, c'est-à-dire qu'on va voir toutes les matières qui ont attrait à la communication et au marketing, donc aussi bien du référencement, donc forcément que du marketing, que des réseaux sociaux, que de la gestion de projets. On voit aussi un peu de développement, mais rien à voir avec le diplôme DIMI. Voilà, c'est quelque chose d'assez global. Ça correspond vraiment au métier de chef de projet, c'est-à-dire qu'une fois que l'apprenti sort de cette formation, il est capable de faire le lien entre la partie technique de son entreprise et le client, et il est aussi capable, s'il postule dans une petite entreprise, de faire la partie technique. Ça, par contre, le titre chef de projet, il faut être titulaire d'un bac+2 pour pouvoir y accéder, puisque ça donne droit à un bac+3, c'est sur 1 an. Donc le DIMI, c'est sur 2 ans. Le chef de projet, c'est sur 1 an. Tout simplement. D'accord, donc deux parcours chez vous possibles, effectivement, qui s'enchaînent, d'après ce que j'ai compris. Il y a possibilité d'enchaîner les deux, mais après, ce n'est pas obligatoire non plus.
D'accord. Bien, et donc on va terminer ce premier tour de table par Monsieur Jean-Jean, donc de l'antenne de Carcassonne, de l'IUT, pardon, sur Carcassonne. Oui, donc à l'IUT Technique de commercialisation, notre formation a tout de même une vocation plus commerciale que les formations qui viennent d'être présentées, si j'ai bien compris. En plus de notre DUT, qui est notre formation de base en 2 ans, nous avons ouvert l'année dernière la formation pour laquelle je suis ici. Donc c'est une licence professionnelle en e-commerce et marketing numérique, dont l'intitulé est Marketing et e-marketing des PME. Donc l'objectif de cette formation, c'est de former des étudiants en formation initiale pour qu'ils soient capables à la fois de promouvoir un site marchand, mais aussi de développer l'activité commerciale d'une entreprise. Donc c'est une formation en 1 an. Nous recrutons des étudiants de niveau Bac+2 qui proviennent essentiellement de DUT ou de BTS plutôt commerciaux, même si on apprécie beaucoup les dossiers d'étudiants qui sont fortement motivés ou qui peuvent déjà avoir des compétences en marketing numérique. Et en ce qui concerne le programme, donc il y a une première unité d'enseignement avec des modules, c'est-à-dire des cours qui sont assez larges d'un point de vue gestion-management. Il y a du marketing, des outils bureautiques de gestion, du droit numérique et même de l'anglais. Ensuite, nous avons 3 unités d'enseignement qui, elles, forment vraiment le cœur de la formation, qui sont donc centrées sur le marketing numérique, avec une UE intitulée Technique de référencement et médias sociaux, une autre UE pour la pratique du commerce en ligne. Alors, on ne fait pas de programmation, mais on apprend à utiliser des solutions CMS telles que WordPress. Et enfin, la 3e UE cœur de compétences, c'est une UE destinée à présenter des outils d'organisation et de présentation de communication. Voilà. Donc ça, ce sont des cours et des TD. Et à cela s'ajoute un projet tutoré sur toute l'année, c'est-à-dire un projet à mener par groupe d'étudiants, de 4 à 6 étudiants, ainsi qu'un stage en fin d'année de 12 à 16 semaines. Voilà, je ne sais pas si j'ai été complet ou si j'ai oublié quelque chose. À l'occasion, s'il faut rajouter des choses, on pourra y revenir. Ce n'est pas un problème, on a encore du temps devant nous. Du coup, je vais redonner la parole pour terminer déjà cette présentation globale des centres de formation. Je vais redonner la parole donc à l'équipe de Jules Fil, du lycée Jules Fil, qui avait donc une autre formation à présenter. Oui, bonjour Fabrice David. Donc, nous, on a une formation de niveau Bac+3 qui est un titre professionnel AIS, donc c'est administrateur d'infrastructures sécurisées. Donc, on recrute essentiellement des élèves, des étudiants qui viennent de BTS, SN ou SEO. L'idée, c'est vraiment de travailler sur tout l'aspect sécurité d'un réseau d'entreprise. Donc, on va travailler sur 2 concepts qui sont essentiels actuellement dans la sécurité des entreprises. C'est les aspects de cybersécurité. Et le deuxième aspect également qui est abordé dans ce titre-là, c'est l'aspect qui est cloud. On va héberger la plupart des services sur le web. Donc, ce titre professionnel est de niveau Bac+3. Il se fait en apprentissage. Donc, c'est l'entreprise qui paye la formation. Il se fait également au lycée Jules Fil à Carcassonne, qui est situé partie est de Carcassonne, en bas de la cité. D'accord, donc vous aussi, vous avez cet enchaînement possible du Bac+2 vers le Bac+3 avec une continuité de formation. Exactement, exactement. Donc, on prend essentiellement les étudiants du BTS SEO, du BTS SN de chez nous, mais également, ce n'est pas impossible qu'on prenne des étudiants du DUT STID, qu'il y a aussi à la l'IUT de Carcassonne. Ça peut être aussi une suite logique pour eux, même s'ils n'ont pas tellement travaillé sur le réseau. On a des modules de mise à niveau pour justement les mettre à niveau sur ces formations-là. D'accord. Donc globalement, si on prend un peu de recul par rapport à toutes ces formations que vous proposez aujourd'hui, j'ai noté donc 3 points principaux, le marketing, le développement et le réseau. Vous m'arrêtez si je me trompe? On est tout bon de ce côté-là? Donc on a 3 thèmes principaux. J'ai envie, moi, de me poser une question. Je suis du coup moi aussi formateur, donc je sais ce qu'il en est, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent se posent la question. Finalement, si je dois faire un choix, qu'est-ce qui devrait orienter mon choix?
Alors, juste une petite précision, il y a la communication aussi dans les thèmes principaux. Parce que le diplôme chef de projet, notamment, il est très axé sur la communication avec un peu de marketing à l'intérieur. Après, sinon, c'était nickel. Donc ça, c'était pour c'est issu de formation. Donc vous, effectivement, Exactement. vous avez un axe de communication qui est un C'est ça, univers communicateur. ouais, qui est très développé. D'accord. On pourra le pointer parce que ça a aussi toute son importance de nos jours, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Du coup, qu'est-ce qui pourrait orienter mon choix? Comment on pourrait aider certaines personnes comme ça déjà à se poser des questions pour les orienter pour, pourquoi pas, venir sur vos centres l'année prochaine ou lors de la prochaine session? Marketing, communication, développement au réseau, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme appétence initiale pour aller vers l'une ou vers l'autre des formations, d'après vous? Alors, pour ce qui concerne le BTS et système numérique informatique réseau, ben, les apprenants, on repart de zéro. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir et avoir très, très peu de connaissances en informatique. On va vraiment repartir de zéro en termes d'enseignement. Après, ce qu'il faut, c'est surtout une grande motivation. Pour ce qui est du titre professionnel, il est vrai qu'il faut que les personnes aient quand même une certaine, comme vous disiez, une certaine appétence pour le réseau. C'est-à-dire qu'après, au fur et à mesure de l'enseignement au niveau du BTS, où on fait de la programmation et du réseau, souvent les élèves se déterminent et préfèrent l'un ou l'autre. Donc voilà. Après, également, ce qui est quand même assez essentiel, c'est qu'on a des suites logiques dans les formations. C'est-à-dire que nous, pour venir en BTS SN, en règle générale, on prend soit des élèves qui étaient en bac STI 2D avant option SIN, ou soit des élèves qui étaient en bac pro SN. C'est-à-dire, on est vraiment sur une suite logique de formation, à savoir, même si on reprend tout à la base, il y a quand même des concepts, on va dire, généraux qu'il vaut mieux maîtriser avant d'arriver dans ces formations-là. Nous, dans les parcours sub, comment ça fonctionne? On a des dossiers qu'on trie avec ce qu'on appelle les quotas à respecter. On a tant d'élèves à prendre de bac STI 2D, tant d'élèves à prendre de bac pro SN, et très peu d'élèves à prendre de général. Donc, c'est pour ça que déjà, par rapport à la formation que va avoir l'élève en faisant son choix sur Parcoursup, il est déjà plus ou moins orienté. Nous, on a une grosse composante qui est la science physique. Si un élève, par exemple, qui vient de bac STMG ou de bac, d'un autre bac pro, qui n'a pas fait de sciences physiques, il va se ramasser parce qu'il ne va pas toucher terre, quoi. Donc, c'est pour ça que déjà, par rapport à la formation qu'il a au niveau de son bac, c'est important. Nous, notre recrutement, c'est STI2D, bac pro SN en majorité. Voilà. Après, pour les autres formations, je pense que je ne vais pas parler pour les autres, mais pour les autres collègues, je pense que c'est pareil aussi. Quelqu'un qui va aller en management, il vaut mieux qu'il ait fait plus ou moins du management avant ou de l'éco. Enfin bon, je laisse parler pour les autres. Je ne connais pas les autres disciplines. Oui, pour la licence pro marketing et e-marketing des PME, nous recrutons des étudiants qui ont déjà un diplôme commercial et ensuite, par-dessus, nous rajoutons tout ce qui est numérique, tout ce qui est marketing numérique. D'accord. Donc une personne qui viendrait, qui serait intéressée par la partie marketing, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis du développement. Oui, voilà, par exemple, puisque de toute façon, nous ne proposons pas du développement pur et dur. Lorsqu'il s'agit de créer un site internet, c'est à l'aide de solutions CMS du style WordPress. Enfin, précisément, c'est WordPress que nous enseignons. D'accord. Donc, il faut juste avoir envie de vouloir communiquer et vendre via Internet. Voilà. Et après, si on a les bases du marketing et de la communication, après, on peut apporter, grâce à notre formation, tout ce qu'il faut pour pouvoir être présent sur le net et se développer sur le net. Et donc, quelqu'un qui viendrait d'une filière ex-scientifique, parce que maintenant les couleurs ont un petit peu changé avec la réforme, est-ce que pour lui, ça serait bloquant, étant donné qu'il n'aurait pas fait trop de marketing? Alors non, ce n'est pas bloquant parce qu'en fait, le marketing, on le reprend entièrement. Alors en accéléré, évidemment. Donc ça serait un peu plus compliqué pour lui, mais un étudiant d'un bon niveau et qui, dans son dossier, nous prouve qu'il est très motivé par le marketing numérique, on peut le prendre également. Oui, oui. D'accord, donc déjà, on met bien en avant cette notion de motivation et d'appétence. Il faut se poser la question par rapport à soi, qu'est-ce qui me ferait plaisir, disons à terme 35 heures par semaine en fait, hein. Ça, Voilà, c'est déjà un exactement. point très important. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, je vais arriver à Monsieur Martinez parce qu'il y avait cette notion de chef de projet. Qu'est-ce qui fait que, et peut-être repréciser peut-être le rôle d'un chef de projet au sein d'une entreprise,
Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être amené à suivre une formation chef de projet? Alors, un chef de projet, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est mon métier d'origine. C'est une personne qui fait le lien entre les acteurs techniques de son agence de communication, c'est-à-dire ses développeurs, son graphiste, son web designer, son community manager, etc., 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 et le client. C'est-à-dire qu'il a un rôle super important parce que c'est lui qui va traduire la demande du client en termes techniques pour sa partie technique, c'est le cas de le dire. Donc, il est censé avoir des notions solides dans toutes les matières qui touchent à la communication, c'est-à-dire aussi bien la création de sites internet sur mesure ou avec un CMS, que bien sûr la gestion de projet, que les réseaux sociaux, que le graphisme, le web design, le marketing, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que le titre de chef de projet est un titre qui est on ne s'ennuie pas pendant l'année de chef de projet, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on voit toutes ces disciplines et là aussi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une autre école de communication ou des études en communication au préalable, puisque nous aussi, on reprend les bases en accéléré puisqu'on n'a pas le temps de tout voir. Mais voilà, si quelqu'un arrive en chef de projet, pour donner un exemple concret, et ne sait pas se servir de Photoshop, à la fin de la session de chef de projet, il saura se servir de Photoshop. Il saura créer un site avec WordPress, plein de choses comme ça. Alors, le prérequis pour chef de projet, c'est vraiment aimer le monde de la communication ou du marketing. C'est vraiment ça. Si l'élève aime ça, ça fait 4-5 ans qu'on le propose maintenant, s'il aime vraiment ça, en général, quand il sort, il arrive à trouver soit ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire une fonction de chef de projet, soit il arrive à entrer comme graphiste, comme web designer ou comme créateur de site internet, etc., etc., etc. On a un bon taux de réussite dessus. Pour le diplôme DIMI, je conseille vraiment quand même à ceux qui souhaitent s'inscrire d'aimer le monde du développement. Parce que la première année, si ce n'est pas le cas, ça va aller parce qu'on voit des matières un peu annexes, web design et tout ça. Par contre, la deuxième année, il y a 80-90% du programme qui est axé sur le codage. Donc, si déjà les lignes de code, ça vous effraie un petit peu, alors je suis bien placé pour le savoir, moi j'aime pas ça, mais si ça vous effraie un petit peu, la deuxième année va être compliquée à suivre. D'accord, donc effectivement, parce que c'est important à noter, il y avait bien 2 offres de formation, 2 parcours possibles chez vous. Un plutôt axé dev en entrée, au prérequis bac et puis ensuite, une fois qu'on avait suivi ça, la possibilité d'enchaîner sur le CPM dev en fait, enfin chef de projet plus exactement. C'est ça, exactement. D'accord. Donc vous, c'est quand même la particularité de votre offre de formation, c'est, ce rôle de chef de projet qui doit avoir une vision un peu 360 sur le monde du développement et du web en général. Exactement. Pour autant, ça en fera pas des techniciens, Photoshop. C'est pas une formation d'infographie que vous proposez? Alors par contre, ça a coupé, Oui, j'ai pas entendu la question malheureusement. C'est pas un souci. Je disais pour autant, c'est pas non plus une formation d'infographie pure et dure. On Non, va avoir un petit peu beaucoup de choses, mais pas forcément, pointer du en fait, Photoshop 35 heures par semaine. ouais, en fait, il y a 4 grands blocs de compétences. Le premier bloc, c'est un bloc marketing, donc Mmh. marketing global et marketing digital. Le deuxième bloc, c'est un bloc web design et gestion de projet, donc apprendre à créer un cahier des charges, apprendre à répondre à un appel d'offres, tout ça c'est important aujourd'hui, mais apprendre aussi à se servir de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, etc. On a un troisième bloc qui est un bloc développement, mais là aussi, le développement, c'est pas le même volume horaire que sur les 2 ans de DIMI. Donc, c'est vraiment les bases en HTML et les bases en JavaScript. Et on a un quatrième bloc qui est le bloc référencement, rédaction web, réseaux sociaux, ce qui permet au final d'avoir des compétences sur tout le monde de la communication et du marketing. D'accord, merci. Du coup, revenons, faisons un petit détour du côté du lycée Paul Sabatier avec Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un pourrait être intéressé par le réseau, par exemple, ou la cybersécurité?
Pourquoi est-ce que j'aurais intérêt, moi, en tant qu'individu qui cherche une formation, à aller vers la cybersécurité? Est-ce que vous pouvez nous pointer l'importance de cette cybersécurité, notamment? Bien sûr, en fait, il faut savoir une chose, c'est que quasiment toutes les entreprises du monde sont, numérisées, digitalisées, donc vont faire appel à du réseau informatique, à des systèmes, à des applications et cetera. Et on a un enjeu colossal, aujourd'hui sur, la protection, de son patrimoine informatique, qui va passer à la fois par l'humain, par les données et le matériel. Et donc, c'est pour cela qu'avec les acteurs de type Cisco, Microsoft, IBM et cetera, il y a une refonte de ce PTS pour, justement, mettre en place cet, enjeu qui est, extrêmement, important aujourd'hui dans le monde du numérique pour, comme je le rappelle, la protection du patrimoine informatique. Donc ce qui veut dire que, si vous suivez en fait l'actualité, informatique, il faut savoir qu'on a, des milliers d'attaques, à la seconde qui sont effectuées, partout, donc partout, dans le monde. Ce qui veut dire que, ça devient un enjeu, heu, capital pour, pouvoir créer, une pérennité, pour l'entreprise et au sein de l'entreprise. Et donc, ce BTS et notamment, rentre basiquement, j'ai bien basiquement en termes de notions, à contribuer en fait, à cet enjeu pour pouvoir bien entendu, travailler sur le domaine de la cyberattaque et également, du domaine de la cyberdéfense. D'accord. Est-ce que la cybersécurité, ça concerne uniquement la notion de réseau? Non, non, bien sûr, on a intégré nous, alors si je parle au niveau scolaire et pas professionnel, hein, au niveau scolaire, on va travailler autour de la cybersécurité des réseaux informatiques comme on a pu l'évoquer, mais également autour des systèmes, autour du développement, donc tout ce qui va être les bonnes pratiques, dans l'optimisation, par exemple, du code, dans, les règles contre les injections SQL, par exemple, qu'on va implémenter, dans le code et la protection, des serveurs sur, une couche base de données, par exemple, ou sur une couche, pour l'externalisation, c'est-à-dire, la notion de cloud comme on a pu, évoquer, tout à l'heure. Très bien, donc ça, c'est, un point en particulier qu'il était important de noter sur votre offre de formation. Vous faites aussi enfin, votre offre de formation passe aussi par le réseau et le développement, hein, vous étiez, 2 centres de formation à proposer ça. Pour vous, qu'est-ce qui ferait que, une personne pourrait être intéressée par le réseau particulièrement? On va essayer de pointer, cet aspect-là, cette partie en fait du numérique. Comment est-ce que je pourrais savoir, sans même avoir vu au préalable pendant mon collège ou mon lycée, la notion de réseau? Qu'est-ce qui pourrait m'amener à me dire, tiens, demain, je voudrais être administrateur réseau? Ouais. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que au collège, lycée, et cetera, on donne plus une appétence sur, le développement parce on a des matières ou des petits modules au collège et au lycée qui vont être sur, l'algorithmie, par exemple, qui est un prémisse, au final du développement ou en tout cas ça va y contribuer, forcément parce qu'après on y ajoute, la syntaxe, du langage de programmation, qui fait que pour n'importe quel élève, un collégien ou un lycéen qui est en dehors de ce cursus spécifique numérique, parce qu'on a des BTS, par exemple PSTMG, qui ont une option informatique, par exemple, ou on a également au niveau bac, on a la possibilité de passer un bac pro service numérique, où là on va avoir un peu de développement, mais surtout du système réseau où là, il va être difficile en dehors de ces étudiants ou de ces élèves-là, d'avoir une appétence plus pour le réseau parce que ça sera un domaine qui sera totalement, inconnu. Contrairement au développement qu'on va commencer un tout petit peu à voir, au collège et au lycée. Donc c'est une question qui est extrêmement difficile, excepté si derrière, en fait, on est, un peu d'expérience ou on a un peu on va dire son entourage
qui travaillent notamment dans ce domaine, où là, ça pourrait créer une volonté de suivre un cursus au niveau système et réseau, parce que l'un va plus en l'autre. Et maintenant, même, de toute façon, les domaines du développement, base de données, système et réseau sont totalement liés, d'où la notion un peu en vogue qu'on voit de DevOps, de SysOps, etc. Qui fait que initialement, il faut savoir, en tout cas, c'est vrai pour le BTS SEO, c'est avant de choisir son option de développement ou de système et réseau au second semestre de la première année, on a toujours un 80-20, c'est-à-dire on a à l'entrée des étudiants qui sont également triés par Parcoursup, etc. On a une appétence de 80% des étudiants qui vont vouloir faire développement parce qu'ils connaissent très très mal le système et réseau. Et ensuite, on a un équilibre qui se crée soit par obligation pour nous, parce qu'on aura 18 étudiants en développement et 18 étudiants en système et réseau, qui va faire que potentiellement, sans avoir ce diktat de choix, d'imposer plutôt, on va voir des personnes qui souhaitaient faire développement au tout départ, faire donc du système et réseau à partir du second semestre de la première année. Mais c'est vraiment un domaine qui en dehors du bac SN, qui va permettre de découvrir le système et réseau, en bac techno, par exemple, en bac, le bac général scientifique, littéraire ou autre, ou même au collège, on voit très très peu cet aspect de système et réseau, mais plutôt l'aspect développement. Parce qu'aujourd'hui, il est un fait que les entreprises ont quand même plus besoin de, de créateurs d'applications mobiles ou autres que de système et réseau. En fait, la question Partie de l'emploi. qu'il faut se poser, en fait, il faut pas se la poser, on va dire, en terminale. Il faut se la poser déjà avant d'arriver en terminale. C'est-à-dire qu'en fait, le choix scolaire va déterminer vers quel type de formation on va aller. Nous, pour aller en BTS, au niveau des jauges, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est impératif qu'on prenne des élèves qui aient fait un bac STI ou un bac pro SN. Donc, ce choix doit être fait en fait en amont. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui va en bac pro SN, il faut qu'il y arrive le mieux possible en seconde. Donc, ce choix, il faut qu'il soit fait en troisième. Alors, c'est très difficile de dire à un élève de troisième, tu vas travailler dans les réseaux, parce qu'il ne sait pas du tout ce que c'est. Sauf que depuis la réforme quand même de la réforme techno-collège, on a quand même une composante réseau qui a été mise en place depuis 2 ans avec Cisco d'ailleurs, on a travaillé dessus avec Laurent, et on a formé beaucoup d'enseignants en collège pour que justement, déjà, ils parlent déjà dès la cinquième, dès la quatrième, dès la troisième, dans le cours de techno-collège, de l'impact du réseau et de la nécessité de former des techniciens réseau. Donc ce travail-là, si vous voulez, de choix, il ne faut pas qu'il soit fait en terminale. Il faut que l'élève en troisième, il sache vers quel type de formation il va aller. Soit il va aller vers du général, soit vers du technologique, soit vers du professionnel, sachant que la seconde, elle est commune. Donc, on choisit le technologique ou le général après la seconde. Donc, c'est difficile de répondre, de dire qu'est-ce qui amène au réseau. C'est le choix professionnel qui est fait, enfin, le choix scolaire qui est fait, on va dire, en amont, justement, de la terminale. Donc, nous, on ne peut pas recruter. Nous, au BTSSN, sur la jauge, on a 45 étudiants. On a malheureusement que 2 élèves qui viennent du système général. La plupart, c'est grosso modo 2 tiers de bac techno et 1 tiers de bac professionnel. Donc, ce travail-là, de savoir si ça nous intéresse ou pas, ben, il faut qu'il soit fait avant, en fait. Il ne peut pas être fait en terminale. C'est ça que je veux dire. Maintenant, on a aussi des gens qui sont réorientés après une année des DUT, par exemple, de DUT ou de notre formation, ou de classe prépa, qui sont paumés parce qu'ils ont fait une année et pour eux, c'est trop difficile. Et là, on a des possibilités d'entrée sur nos BTS, sur ces étudiants-là. Mais ce travail-là, il faut qu'il soit fait avant. Par contre, c'est vrai qu'on a une pénurie dans le métier, ça c'est clair et net, il faut être honnête. Nous, on connaît le plein emploi. Je parle pour les réseaux et pour la cyber, on est dans le plein emploi. C'est-à-dire que nous, en fait, les étudiants qui sortent de chez nous au mois de juillet, ils sont quasiment embauchés en septembre. Parce qu'on reçoit pléthore d'offres d'emploi, alors pas forcément sur le Carcassonnais, mais mine de rien, il y a beaucoup d'étudiants qui restent sur le Carcassonnais, il faut le savoir. C'est pas non plus c'est pas une no man's land économique, Carcassonne, il y a quand même de l'activité économique. Maintenant, ils vont plus tirer, c'est vrai, sur Toulouse, Montpellier, Perpignan, sachant que nous, on est quand même 80-90 km de Toulouse, on tire quand même plus vers Toulouse. Donc, c'est pour ça que ce choix doit être fait. Alors, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, les élèves qu'on reçoit en portes ouvertes, ils sont déjà en terminale, ils disent, mais vous me dites, en fait, on ne peut pas venir. Ben oui, il fallait faire ce travail-là, il fallait le faire avant. Donc, c'est pour ça que c'est important
d'avoir une communication sur les conseillers d'orientation. Dès la troisième, essayer de faire un maximum de stages. Nous, on fait des stages découvertes, que ce soit en bac pro, que ce soit en BTS, également des stages passerelles, où les gens viennent voir une semaine ou une demi-journée, ils viennent voir, et pour voir si ça peut leur plaire ou pas. Mais après, au niveau, en termes de théorie, il faut avoir un esprit quand même assez logique. Quelqu'un qui n'aime pas les mathématiques, qui n'aime pas la logique, il va avoir des grosses difficultés de venir dans ces formations-là. Donc, je veux dire, ça draine quand même déjà. Maintenant, on a des élèves qui n'étaient pas très forts en maths au niveau scolaire, mais qui après qui prennent plaisir à en faire. C'est pour ça que c'est difficile de leur répondre, de dire nous, on s'en tient au niveau scolaire. On va dans cette formation, donc on est un peu prédestiné à y aller. C'est pour ça que c'est très, très important. Tout à fait. Ouais. Mais d'où l'importance justement de cette sensibilisation en amont, et en tout cas sensibilisation dans le sens découverte, pour qu'on puisse montrer l'offre des métiers, parce qu'en fait plein de gens, on parle du numérique, mais peu savent quels sont vraiment tous les métiers qui sont cachés derrière ce mot. Et c'est pire même dans les domaines de la création. Je pense à 3D artistes, audio designers, des métiers qui sont peu mis en avant et pourtant qui jouent tout l'impact sur des jeux vidéo ou des applications. Ça va être la partie presque visible de l'iceberg. Ça me fait penser notamment qu'il y a quelques années, on n'avait même pas l'algorithmie dans les lycées et collèges. Et c'est parce que c'est en train d'arriver, que c'est déjà depuis un petit moment en place, c'est parce que c'est déjà là, en fait, que les personnes ont et entendent parler et peuvent se projeter, se dire peut-être que moi, ce métier me plairait. Donc là, moi, je vous rejoins complètement. Ça serait vraiment souhaitable qu'il y ait vraiment le panel des métiers qui soit présenté. Et c'est pour ça qu'il est important que vous toutes et tous, les structures, et vous, en tant que personne, vous fassiez des portes ouvertes et que la communication continue à se faire sur les réseaux sociaux pour dire aux personnes, potentiellement, peut-être c'est votre métier de demain. Parce que c'est vrai qu'on est très peu représenté. Et comme disait tout à l'heure Monsieur Dubois, si on ne le voit pas, on ne sait pas. Donc, du coup, pourquoi est-ce que j'irai là-bas? Et pour autant, développement et réseau sont vraiment liés les uns les autres parce que je ne peux pas créer un site internet sans serveur qui lui-même est architecturé en réseau. Donc, du coup, ça va devenir problématique. C'est un peu comme le violoncelle et le violon dans un orchestre. On a obligé d'avoir ces deux instruments pour que l'ensemble fonctionne. Donc, c'est vraiment des métiers qui sont parallèles, en fait, et qui travaillent main dans la main, en fait, en réalité. Alors, il y a le mot qui est sorti tout à l'heure, DevOps. Est-ce que quelqu'un pourrait apporter une définition plus ou moins précise du métier DevOps? Parce que c'est un mot qui est en vogue, on le voit partout, ou en tout cas de plus en plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre le risque d'y apporter une définition? Je prends le risque, Alexandre. En fait, DevOps, il faut vraiment, comme tu le disais, c'est très important. Il faut vraiment maîtriser la composante réseau logiciel. Vraiment, on peut dire que c'est celui qui va être, on va dire, au-dessus de tout ça, qui va maîtriser tout là. Alors, quand on dit logiciel et réseau, c'est aussi l'aspect base de données qui est hyper important parce que, bien entendu, toutes les datas sont stockées dans des bases de données. Donc, c'est quelqu'un qui va être vraiment très fort sur ces aspects-là. C'est pour ça que des DevOps, on n'en a pas au niveau Bac+2, même pas en Bac+3, on est plutôt sur des formations de type en général Bac+5 minimum. Parce qu'il faut avoir une très grosse capacité en programmation, en développement. Alors, un peu plus sur le web, pas trop sur l'industrie, parce qu'on ne fait pas de DevOps sur du C ou du C++, on est plutôt sur des protocoles web, parce que c'est des protocoles qui sont hébergés. Et en même temps, en parallèle, il faut avoir une grosse maîtrise de la partie réseau. Donc, on va dire, c'est le chef d'orchestre, on va dire, comme tu disais pour la musique, le chef d'orchestre de tout ça, qui va un petit peu faire jouer la musique de tous les acteurs. Et DevOps, c'est vraiment, on peut en parler maintenant, mais c'est quand même sur une couche vraiment de type ingénieur ou assistant ingénieur. Enfin, on est sur du master, sur du Bac+5. D'accord. Donc, il faut être bien entendu passé par des formations type Bac+2 au préalable et avoir été formé pour avoir de plus en plus cette visibilité éloignée. Je prends de la distance avec mes compétences parce que je les maîtrise, quoi. Tout à fait. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a en général, dans un cursus de formation, on est plutôt spécialisé dans un domaine, on ne maîtrise pas forcément l'autre. Et là, on va avoir ce qu'on appelle des mises à niveau pour justement combler cette lacune. Ceux qui n'ont fait que du dev en réseau, franchement, ils ne sont pas bons en réseau. Et ceux qui ont fait que du réseau, ils ne sont pas bons en dev. Donc, il faut arriver un petit peu à mélanger ces deux gros champs qui sont, sans oublier, comme disait M. Dubois, sans oublier ces aspects de cloud et de cybersécurité qui prennent le pas en ce moment dans les entreprises. Et mine de rien, un DevOps, maintenant, il faut qu'il maîtrise aussi ces aspects de cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment hyper important. D'accord.
Donc, on a la définition de DevOps. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à un ingénieur, en fait? Oui, en termes de compétences, moi, je le situe en termes d'ingénieur. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on a aussi alors, le mot ingénieur est toujours un peu différent parce qu'on a aussi un ingénieur réseau et un ingénieur dev. Donc, c'est pour ça qu'on est plus ou moins spécialisé dans un domaine. Mais oui, on est sur ce type de formation-là, quand même, parce qu'il faut vraiment maîtriser beaucoup d'aspects. D'accord. Alors maintenant, on est rentré vraiment dans la technique. Je pense que ceux qui nous écoutent ont la tête qui chauffe avec les mots HTML, CSS, architecture, etc. Et je voudrais qu'on fasse un tour maintenant sur les compétences transversales des formations, qui ne sont pas dédiées à la technique pure et dure, mais justement aux autres matières que pourraient rencontrer vos étudiants. Et je pense notamment, et c'est pas pour rien, à l'anglais. Est-ce que des gens pourraient refaire un tour de table et que vous me disiez si vous avez des cours d'anglais dans vos formations? Est-ce que l'anglais est utilisé au quotidien, que ce soit même dans les recherches? Bref, dites-moi plus un petit peu sur la notion de l'utilisation de la langue de Shakespeare dans vos formations. On pourrait commencer peut-être par Monsieur Martinez. Alors moi, ça va aller très vite. On en prévoit un peu sur le diplôme d'IMI en première et en deuxième année, puisqu'en développement, c'est un langage qui est beaucoup axé sur l'anglais. Donc forcément, il y en a un petit peu. Par contre, en chef de projet, le programme est tellement dense qu'on n'a pas le temps d'organiser des cours d'anglais transversaux. D'accord, merci. Monsieur Jean-Jean? Oui, donc dans notre licence pro, il y a effectivement un cours d'anglais. C'est de l'anglais de spécialité, hein, vraiment centré sur le marketing, l'e-marketing, tout ce qui est web marketing. Voilà, c'est un cours voilà, pour qu'ils sachent aussi vendre des produits à l'international, hein, travailler à l'international. Sachant que ce sont des étudiants qui normalement devraient travailler dans des PME, mais voilà, les PME sont destinées à se développer de plus en plus, notamment à l'international. Donc ils auront aussi cette corde à leur arc, si on peut dire. Voilà. Et donc, du coup, c'est des cours écrits. Est-ce que vous priorisez l'écriture, la compréhension, l'oral? Comment ça se passe au niveau de ces cours d'anglais spécialisés? Alors, en fait, il y a un peu de tout, hein. C'est un peu d'écrit, un peu d'oral. Voilà, bon, je ne suis pas enseignant d'anglais, donc je ne sais pas exactement ce que fait ma collègue dans ce cours, mais je sais qu'on essaie de privilégier à la fois l'écrit pour les contrats et puis l'oral, évidemment, pour les discussions, pour les négociations. D'accord. On va continuer le tour de table et puis on reviendra peut-être sur cet aspect. Monsieur Dubois? Donc effectivement, alors savoir une chose, c'est que il y a une évolution en fait du métier de l'informatique, c'est-à-dire qu'on a à la fois la notion de savoir-faire et de savoir-être, et les entreprises en fait mettent un accent dans leur recrutement sur le savoir-être. Et le savoir-être qui est extrêmement important pour l'informaticien, peu importe qu'il soit développeur, qu'il soit administrateur de base de données, qu'il soit spécialiste de la cybersécurité, système et réseau, etc., ça doit être un bon communicant. Et être un bon communicant, ça va passer obligatoirement par la culture générale d'expression qu'on appelait le français et par l'anglais. Comme on a tout internationalisé dans la communication, les modes d'emploi ou autres, où la dominante, c'est l'anglais, impérativement, vous l'aurez compris qu'en BTS SEO, on va se retrouver à avoir entre 2h30 et 3 heures d'anglais par semaine, avec, je regarde, avec 3 heures également de culture générale et expression qui vont déboucher, en fait, ces 2 matières vont déboucher sur un examen écrit et oral pour, l'anglais et un examen écrit pour la culture générale et expression. Ce qui amène à dire que, effectivement, le fait, d'être un informaticien aujourd'hui, on doit être également un bon communicant et ça va passer par ces matières, coopératives de l'informatique. D'accord. On va terminer le tour de table avec l'équipe du lycée de Jules Fil. Est-ce que vous avez des cours d'anglais? J'imagine que oui.
Alors oui, nous avons des cours d'anglais. Moi, maintenant, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que c'est à peu près la même chose. Bon, par contre, il faut bien savoir une chose, c'est qu'au niveau des entreprises, on a beaucoup de contacts avec les entreprises et au niveau du recrutement, un élève qui se présente et sur son CV, il ne met pas qu'il parle anglais, il n'est pas convoqué. C'est-à-dire que le CV est directement mis à la poubelle. Et j'ai des DRH qui m'ont dit ça, ils m'ont dit clairement, un élève qui ne parle pas anglais, ce n'est pas possible à notre époque. Et dans notre domaine de compétences, c'est impossible. On utilise l'anglais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est voilà, c'est les langages de programmation en anglais, tout est en anglais. Il y a pas que l'aspect communication, il y a l'aspect technique, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un problème, en fait, de suite, on va taper des mots-clés. On ne va pas les taper en français, on va les taper en anglais. Pourquoi? Parce que la communauté américaine, enfin américaine ou internationale, bon, c'est le langage de prédilection, on va trouver énormément de forums, énormément de sites, comme nous, par exemple, c'est Stack Overflow, c'est notre site de référence, qui permet de partager énormément d'informations. Et je vous assure, quand vous êtes bloqué sur un programme ou même sur un aspect réseau, alors sur le réseau, on est plutôt sur d'autres types de sites, Ouais. mais en développement, vous tapez 3 mots-clés, vous avez une multitude de réponses en anglais. Donc, il y a l'aspect communication qui est très important, mais moi, c'est l'aspect technique vraiment qui fait que. Et puis, toutes les docs sont en anglais. Il faut être honnête. Dire, quand on travaille sur Amazon Web Services, vous voyez une petite page qui est en français, toute la doc est en anglais. Quand on travaille sur Qt, sur Qt, c'est pareil, toute la doc est en anglais. Donc, il faut maîtriser l'anglais. Mais c'est de l'anglais quand même, c'est vrai, quand même assez simple. D'accord. Donc, justement, j'allais y revenir parce que vous disiez tout à l'heure, c'est violent, hein, mais c'est le réel du terrain. Un CV mis à la poubelle parce qu'il ne parle pas anglais. Du coup, moi, ça m'interroge. Je me dis jusqu'à quel niveau d'anglais? Parce que au lycée, on a des niveaux, enfin depuis longtemps, c'est pas que au lycée d'ailleurs, c'est vraiment les niveaux B1, B2, etc. Est-ce qu'il faut que ce soit fluent, comme on dit? Est-ce qu'il faut que la personne soit fluente ou est-ce qu'elle peut juste parler, entre guillemets, comme une vache espagnole? C'est l'idée. Moi, je dois rebondir là-dessus. Au niveau de notre BTS, en fait, on a implémenté au niveau de sa réforme, on a implémenté ce qu'on appelle des parcours complémentaires qui vont permettre aux étudiants de se performer, notamment à Voltaire, pour améliorer sa grammaire, son orthographe, etc., sur le français, et également la possibilité, à travers ce parcours complémentaire, qui est facultatif, hein, bien entendu, de pouvoir se performer aussi sur l'anglais à travers soit le TOEFL ou le TOEIC. Si je rejoins mes collègues par rapport à la compétence technique en anglais, notamment dans sa communication, on aura potentiellement un minimum d'un niveau B2 qu'il faudra avoir pour pouvoir être visible au sein des ressources humaines. En tout cas, avoir le potentiel d'avoir une étude du curriculum vitae. D'accord, c'est un fait, effectivement. Pour ma part, donc, moi, je suis aussi formateur sur l'organisme de formation Simplon, qui travaille sur le CAPA. Et effectivement, nous, on préconise aussi un niveau B2 dans le sens où, et là, je rejoins complètement l'équipe du lycée Jules Fil, c'est indispensable parce que les recherches vont se faire en anglais et on trouve très peu de choses en français, très très peu dans sa langue maternelle, en fait. Donc c'est vraiment un fait et il est important en tout cas que les personnes le comprennent. Donc peut-être on pourrait donner un conseil aux lycéens et collégiens de bien travailler leurs langues étrangères pour avoir plus de facilité par la suite, parce que plus on en fait, plus ça devient facile. Euh, pour quelqu'un qui serait sorti déjà du parcours scolaire, peut-être effectivement se reformer ou en tout cas ne pas abandonner l'idée de s'accrocher à cette langue dite universelle. Peut-être d'autres réactions sur la notion d'anglais au niveau du marketing, Monsieur Jean-Jean? Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Ce que disaient nos collègues du lycée Jules Fil, hein, est tout à fait vrai aussi en marketing et plus encore depuis que le web marketing est apparu, hein, maintenant. On a absolument besoin de l'anglais. Dans les entreprises, on utilise des termes anglais et pas français. Voilà, donc nous aussi, je vous rejoins Alexandre, il faut vraiment conseiller à tous nos lycéens de bien travailler l'anglais car c'est une langue internationale à la fois donc pour la technique, bon, là, je suis pas trop bien placé pour le dire mais c'est ce que nos collègues ont expliqué, et aussi dans tout ce qui concerne la communication, la vente, le marketing.
à fait. Alors moi, j'ai même rencontré une professeure d'anglais qui me disait le plus important, c'est pas de savoir parler, comment dire, de manière fluente, justement, mais c'est les mots-clés. Les mots-clés vont permettre en fait de comprendre, une fois qu'on a la base d'une syntaxe anglaise, de comprendre effectivement le sens de la phrase sur un forum technique. Et donc ça peut aider, ça peut donner des pistes, effectivement. On va passer à la dernière phase maintenant de cette table ronde. On est bientôt, donc il nous reste 5-6 minutes à peu près. J'aurais aimé maintenant qu'on refasse un tour de table sur les formations et que vous me disiez assez rapidement par combien, enfin les groupes sont formés de combien d'élèves dans vos formations pour voir un petit peu si on est sur des grands groupes, des petits groupes, s'il y a la possibilité de faire de la pédagogie un peu différenciée. Et puis, la prise en charge de cette formation, est-ce que c'est une formation gratuite? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle est prise en charge par l'OPCO, par des OPCO? Voilà, et donc je propose, pourquoi pas, de commencer par Monsieur Martinez sur cet aspect. Monsieur Martinez? Ça avait encore coupé, je suis désolé. Alors, nous, pour la prise en charge, on encourage vraiment de trouver une entreprise, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation parce que du coup, les élèves n'ont rien à financer. Donc, ils touchent un salaire tous les mois. Et en plus, ils n'ont pas payé la formation. Donc ça c'est parfait. Et j'ai oublié ta première question, je suis désolé. C'était quoi juste avant la prise en charge? Globalement, le nombre de personnes sur Ah chaque oui, session, pardon. chaque promotion. Pour chaque promotion, nous, on est entre 8 et 12 personnes depuis 4-5 ans qu'on a ouvert. Donc, c'est des groupes qui sont assez restreints. Et du coup, ça nous permet d'avoir une pédagogie proche des apprenants, tout simplement. On peut même par moment limite individualiser, notamment quand il y a des différences de niveau. Quand on voit qu'il y en a certains qui sont à l'aise, on peut venir aider spécifiquement ceux qui sont un peu plus en retard, voilà, dans le monde de la communication, du marketing et même du développement. On est bon généralement sur certaines matières, un peu moins bon sur d'autres, mais quand on a des difficultés sur certains modules, c'est pas très grave. Les intervenants, comme c'est des groupes qui sont assez réduits, peuvent vraiment venir aider les élèves en difficulté. Très bien, merci. Monsieur Dubois, même question pour tous, bien sûr. Donc, nous, en première année, on recrute à travers Parcoursup donc 36 étudiants. Sur ces 36 étudiants, à partir du second semestre de la première année, quand ils vont choisir leur option, donc SISR ou SLAM, eh bien, on sera à moitié, donc 18 en SLAM et 18 en CSR. Et en deuxième année, bien entendu, si on n'a pas de perte d'étudiants, on restera au même nombre, donc 18 fois 2. Voilà. Les TP, par contre, sont en première année, même quand nous sommes à 36, on a des modules, bien sûr, en cours où on sera 36, donc en classe, et en travail pratique, c'est en demi-groupe, donc 2 fois 18. Au niveau de l'argent, si puis La prise en charge, oui. voilà, cette manière-là. Comme on est un établissement public, en fait, ça coûte 0 €, en fait, c'est gratuit pour l'étudiant. D'accord, très bien. Merci. On va passer à Monsieur Jean-Jean. Oui, donc nous avons des petits effectifs de 15 étudiants. Donc on dépend de l'université de Perpignan. À l'université, donc il y a des cours magistraux, des TD et des TP. Donc là, on est dans un format TP, ce qui nous permet d'être très proche des étudiants et de pouvoir faire de temps en temps de l'individualisation pour les étudiants. Ensuite, en ce qui concerne l'argent aussi, donc nous sommes un établissement public. Par conséquent, ce sont des frais d'inscription classiques à l'université, à savoir 170 € et exonération de frais d'inscription pour les boursiers. D'accord, merci. Et on va terminer du coup. Qu'en est-il du côté du lycée Jules Fil?
Alors, au niveau du lycée Jules Fil, donc au niveau du BTS, on a un recrutement à 45 élèves. Donc, on a 2 groupes, un de 22, un de 23. Au niveau de l'enseignement, donc on a une individualisation complète du parcours, c'est-à-dire que nous utilisons des classes Google Classroom et nous mettons à disposition les travaux et chaque élève avance à son rythme. Après, il y a des phases de projet ou des phases de travail en groupe, mais l'essentiel du parcours est individualisé. Pour ce qui est du titre professionnel, on a un recrutement à peu près une dizaine de personnes. Ce sont des contrats d'apprentissage, donc ce qui veut dire que ça ne coûte rien à l'apprenant, c'est l'entreprise qui le prend en charge. Et actuellement, avec les aides de l'État, ça ne coûte rien à l'entreprise. Voilà. Et pareil, donc on individualise le parcours, c'est-à-dire que chaque élève évolue à son rythme. On met à disposition les travaux, les élèves effectuent les travaux, puis au fur et à mesure qu'il avance, on en rajoute, on en rajoute. Donc chacun peut avancer à son rythme. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps, ce qui nous permet, nous, de nous concentrer sur les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Voilà. Très bien. Alors, effectivement, donc on peut remercier les aides de l'État pour cette notion d'alternance, hein, qui est prise en charge en fait par les OPCO, anciennement OPCA de mémoire. Donc ça, c'est vrai que ça soulage pas mal et ça aide justement nos jeunes, les jeunes, à partir en formation sur des formations qu'ils auraient peut-être pas pu atteindre si ça avait été totalement payant, quoi. Donc ça, c'est quand même un très bon point cette année et sur les années futures. On n'a bien sûr pas le temps de détailler tout, l'ensemble des modalités d'évaluation en cours, contrôle continu, en projet ou quoi que ce soit. Donc j'inviterai évidemment tous ceux qui nous écoutent et ou nous regardent à se rapprocher de vos centres de formation. Donc à savoir, pour rappel, l'IUT, l'antenne de Carcassonne, le lycée Jules Fil pour le BTS, le lycée Paul Sabatier pour le BTS aussi, donc avec cybersécurité, réseau et développement à la fois pour le Jules Fil et pour Paul Sabatier. CCU Sud Formation pour le développement, le DIMI, mais aussi le parcours chef de projet. Donc, grâce à vous quatre et vos centres de formation, on voit bien qu'on a un éventail assez large quand même sur le bassin carcassonnais, ce qui fait vraiment plaisir parce que ça va laisser plus de possibilités aux personnes de s'interroger sur quel métier pour moi demain, sachant qu'on l'a, j'espère, porté ce matin. Il y a vraiment des spécificités et qu'aucun métier ne peut exister sans les autres. Donc ça, c'est un point important. Je voudrais qu'on termine cette table ronde rapidement par un mot. Covid, pour la simple et bonne raison que nous sommes rentrés en confinement depuis peu. On l'a parlé, la transition numérique devient de plus en plus urgente. Merci, effectivement, mettez vos masques. Du coup, rapidement, un mot pour conclure. Est-ce que vous êtes impacté et est-ce que vos formations continuent comme avant, en fait? L'idée, c'est surtout ça. Est-ce que vous êtes passé en télétravail, oui ou non? Rapidement, un mot. Monsieur Dubois? Alors, comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, les BTS, en tout cas pour le lycée Paul Sabatier, nous ne sommes pas soumis à la notion de télétravail. Donc, en fait, on est encore en présentiel, même si le BTS est de l'enseignement supérieur. D'accord. Merci. Cependant, si on doit passer Monsieur... en télétravail, on travaillera avec des outils comme on peut utiliser aujourd'hui, Zoom, Teams. Nous, on est plutôt Teams ou autre. Voilà. D'accord, super. Merci. Monsieur Jean-Jean? Oui, pour l'IUT licence pro, on est en format configuration TP avec des logiciels quand même assez coûteux que les étudiants ne peuvent pas avoir chez eux. Par conséquent, on est toujours dans l'attente de la réponse pour savoir si on peut travailler en présentiel. Donc en attendant, cette semaine, c'est du distanciel sur tous les modules où il n'y a pas besoin de logiciels spécialisés et coûteux. Et pour le reste, les cours ont été reportés en attendant la réponse. D'accord. À mon avis, ça ne va pas tarder. Oui, j'espère. Pour le BTS côté Jules Fil, Monsieur Perrac? Alors pour le moment, nous, on est en présentiel, donc on continue normalement. On n'a pas de cours, pour le moment, on n'a pas mis en place de cours en distanciel, on n'en a pas encore besoin. Voilà, on se prépare, mais de toute façon, après, nous, on a des solutions.
on est un métier qui peut éventuellement se faire en télétravail sur beaucoup d'aspects, notamment la partie développement. Et nous utilisons souvent les solutions Google Meet pour se connecter avec nos étudiants. Voilà. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde est plus ou moins, en tout cas, paré et habitué, hein. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Nos métiers nous le permettent, il faut le dire. Du coup, pour terminer cette table ronde, Monsieur Martinez, impacté ou pas à la CCI Sud Formation? Pour le moment, non, on est en présentiel aussi. On a reçu la réponse vendredi dernier. Donc, les indications qui sont arrivées, c'est qu'on continue en présentiel en faisant bien attention, en ne mettant pas de salle de restauration ou des choses comme ça. Masque obligatoire, bien sûr. Gel hydroalcoolique obligatoire, mais on est en présentiel. D'accord, bien. Ben, écoutez, je pense qu'il est temps de terminer donc, cette table ronde. Merci à tous d'avoir pu être présents et de pouvoir exposer vos formations. Et on va rendre donc l'antenne au studio.